Professeur Didier Raoult, alors que l'on arrive à la fin du premier semestre de l'année 2020, quels sont les chiffres de mortalité que vous avez à votre disposition? Si vous voulez, bien sûr, je me trompe de temps en temps, comme tout le monde, mais je préfère quand les choses se passent plutôt comme je pensais qu'elles devaient se passer que quand elles se passent autrement. Donc moi, j'avais pensé que cette épidémie d'infection respiratoire qui se passait pendant le premier semestre n'allait pas bouleverser l'espérance de vie des endroits dans lesquels les choses seraient prises en charge d'une manière qui est raisonnable, c'est-à-dire comme on a toujours pris en charge les infections respiratoires. Pour Marseille, maintenant j'ai les données pour Marseille parce que l'INSEE les a, eh bien ça montre que pendant ces 6 premiers mois, enfin jusqu'au 15 juin, il y a eu 1536 morts en 2020, 1366 en 2019, c'est-à-dire 70 de plus en 2020, et 1440 en 2018, c'est-à-dire 4 de moins en 2020 qu'en 2018. Et je n'ai pas 2017 parce que je n'ai pas les données, où la différence est encore, il y a eu encore moins de morts cette année qu'en 2017 ou qu'en 2018. Donc c'est intéressant de voir que quand on prend les choses calmement, qu'on essaie de les gérer sans affolement et qu'on prend toutes les mesures nécessaires, eh bien, sur le plan de la mortalité générale, compte tenu du fait que ces épidémies sont variables, eh bien, il y a eu moins de grippe, il y a eu plus de Covid-19, il y a eu une année où il y a eu une grippe terrible en 2017 et il y a eu plus de morts. Tout ça, ces équilibres, c'est des infections saisonnières, il faut les prendre comme des infections saisonnières et les traiter, et les autres éléments. Donc, ça, c'est l'analyse, mais ça, ce sont les résultats par semaine de Marseille. Et ça, c'est à l'assistance publique. On voit même que, au contraire, on a moins traité l'assistance publique du fait d'un certain nombre de messages qui ont été transférés aux gens en disant de rester à la maison. Et que donc, il n'y a pas eu de saturation des hôpitaux, il n'y a pas eu de morts supplémentaires, mais bien sûr, il y a des gens qui sont morts du Covid-19, mais comme il y en a moins qui sont morts de la grippe, cela, finalement, n'a rien changé aux statistiques. Alors, ce n'est pas le cas à Paris, où à Paris, il y a eu au contraire une augmentation de 30%, 31% de la mort par rapport à 2018 et 34,5% par rapport à 2019. Donc, il y a vraiment une différence très importante qui est probablement multifactorielle, mais qui est en fonction de la situation. Eh bien, il s'est passé des choses différentes et donc il faudra bien avoir une analyse des chiffres très précise pour montrer pourquoi à Marseille il n'y a pas eu de surmortalité sur les 3 dernières années, tandis qu'à Paris il y a une surmortalité importante en 2020 par rapport à 2019 et 2018. Est-ce que vous pouvez détailler ce qu'est pour vous un conflit d'intérêts et comment on peut les reconnaître? Les conflits d'intérêts, c'est un problème extrêmement complexe. Dans la création même de l'IHU, nous avions prévu, parmi les chapitres, de mettre en place une commission d'études des conflits d'intérêts dans laquelle il y avait un représentant du Conseil de l'Ordre, de la Cour des comptes, un philosophe, et donc pour réfléchir autour du conflit d'intérêts, de la manière dont on les évite, et même de la manière dont on les quantifie. Alors c'est très complexe parce que les liens d'intérêts sont multiples. Par exemple, les conflits d'intérêts familiaux sont très connus. On n'a pas le droit de faire partie d'un jury ou d'examen ou de concours s'il y a la présence d'un cousin bien entendu, de vos enfants, de votre conjoint, mais aussi de vos neveux ou vos nièces et même vos cousins. Donc c'est prévu par la loi, c'est interdit par la loi. J'ai une fois l'occasion d'empêcher un collègue de participer à un jury où on évaluait son propre fils. Donc, mais les gens étaient de bonne foi et disaient non, vous verrez, je suis capable de rester objectif. Et bon, le principe même, la notion même de conflit d'intérêt, c'est que quand on a un conflit d'intérêt, on ne peut pas être objectif, ou du moins, on n'est pas capable de juger quand on est objectif. Après, parfois, les gens vont trop loin. Maintenant, on dit, vous faites partie du même institut, vous avez un conflit d'intérêt. Dans les instituts, moi, mon expérience, c'est qu'il n'y a pas de raison qu'on s'aime plus ou qu'on se déteste plus qu'ailleurs. Enfin, c'est plutôt, on se déteste plus entre nous dans les instituts que ce qu'on s'aime. Donc, je ne suis pas sûr que ça fasse un vrai conflit d'intérêt. Les conflits d'intérêt sur lesquels on a le plus insisté, bien sûr, il y a les conflits d'intérêt idéologiques. Quand vous considérez que quelque chose est indicible, ne peut pas être rapporté, eh bien, vous le bloquez. C'est ce qui s'est passé en grande partie avec la chloroquine. C'était devenu diabolique d'oser parler de la chloroquine. Donc le nombre de gens, de papiers que j'ai vu être refusés dans les journaux qui étaient anti-chloroquine pour des raisons multiples, certains pour des raisons politiques, certains pour des raisons
de perception personnelle, d'autres par peur que ça devienne brutalement un produit mortel, avaient des positions qui étaient des vrais conflits d'intérêts idéologiques. Donc les conflits d'intérêts idéologiques existent aussi. On les a vécus, par exemple, en génétique, entre l'époque de la Russie communiste et l'époque de l'Europe de l'Ouest. Donc il y avait des vrais conflits qui étaient des conflits d'intérêts de nature idéologique. Et puis il y a les conflits d'intérêts financiers. Donc il faut distinguer les liens d'intérêt, c'est-à-dire que les gens peuvent travailler avec l'industrie pharmaceutique, ils travaillent avec l'industrie pharmaceutique, mais ça devient un conflit d'intérêt à partir du moment où on émet une opinion, qu'elle soit officielle ou officieuse, sur quelque chose qui a à voir avec les gens avec qui on a des liens d'intérêt. Et donc, on doit au mieux s'interdire d'en parler, au pire, le notifier en disant « écoutez, j'ai des liens d'intérêt avec un tel, un tel ». Donc toute cette histoire du Covid-19, il fallait faire attention. Quand on parlait d'un produit vendu par une industrie pharmaceutique ou le produit le plus concurrentiel qui, lui, n'était défendu par aucune industrie pharmaceutique, qui était l'hydroxychloroquine, il faut faire attention. On rentre dans une situation de conflit d'intérêts si on a des rapports avec le produit qui est contre l'hydroxychloroquine. Et donc, il faut s'interdire d'en parler ou de dire, écoutez, j'ai un conflit d'intérêts, même si on considère que ça n'est pas un conflit d'intérêts. On ne décide pas soi-même de savoir si c'est un conflit d'intérêts. Tout le monde pense être honnête spontanément. Mais si on est payé par quelqu'un et qu'on donne son opinion sur son produit ou son concurrent, on a un conflit d'intérêts par définition. Et d'ailleurs, nous le savons très bien parce qu'on nous demande dans les papiers, j'ai vu qu'il y a des collègues qui ne le mettaient pas, et c'est un tort, ils ne répondaient pas au conflit d'intérêts, ça ils ne le disaient pas. Et dans les conflits d'intérêts, on vous dit, si on vous a payé un congrès, si on vous a payé un repas, c'est un truc, vous devez le dire. Vous avez un conflit d'intérêts puisque vous parlez de quelque chose qui appartient à quelqu'un qui vous a donné de l'argent ou des avantages en nature. Et donc le conflit d'intérêts, ce n'est pas à chacun de nous de déterminer ce que c'est les mœurs qui déterminent que vous avez un conflit d'intérêts. Quand vous parlez de quelque chose pour lequel vous avez reçu de l'argent, eh bien vous devez notifier au mieux. Et au pire, et d'ailleurs on voit dans les meilleures émissions de télévision aux États-Unis, quand quelqu'un parle, s'il y a le conflit d'intérêts, il y a une bande qui passe en dessous en disant, voilà, monsieur d'un tel a reçu tant d'argent, de tant d'argent, de tant d'argent. C'est un conflit d'intérêts qui doit être... Les gens doivent savoir que vous n'êtes pas neutre sur ce point de vue-là quand vous parlez de ça. Et donc, il faut faire rentrer ça dans les mœurs. Moi, je pense que la plupart des gens qui se sont retrouvés dans des situations de cette nature-là ne sont pas malhonnêtes. Je pense que simplement, beaucoup de gens pensent qu'ils conservent leur objectivité. Or, un des meilleurs économistes du monde, Milton Friedman, disait il n'y a pas de repas gratuit. Quand quelqu'un vous paye un repas, il attend quelque chose de vous. On sait ça. Alors, c'est une naïveté de croire qu'on n'attend pas quelque chose de vous en retour. Et vous ne savez pas nécessairement ce qu'on attend de vous en retour. Voilà. Quel est votre regard sur les grands essais randomisés, dont les résultats sont annoncés petit à petit par des communiqués de presse ? Alors, écoutez, si ça peut rassurer les Français... Nous, en France, pour l'instant, on n'a aucune donnée. On espère bien que le truc, ça montre que de temps en temps, il faut revenir à la raison. Il ne faut pas, pendant le milieu d'une épidémie, dire, écoutez, on ne peut rien faire pour l'instant, on va attendre le résultat d'un essai dont finalement on n'aura jamais le résultat pour des médicaments dont il est possible qu'on les j'ai jamais eu dans ces conditions-là. Mais ce qui peut rassurer les gens de notre pays, c'est que les Anglais ont fait encore pire que nous. Donc eux, ils ont fait un programme, ça s'appelle Recovery, dans lequel ils ont inclus des gens pour tester pour le Covid-19, des gens qui n'avaient pas le Covid-19, donc qui ont été inclus dans leurs essais. Maintenant, on a le résultat. Donc il suffisait de lire leur projet pour voir qu'il était farfelu. Donc il était farfelu parce que déjà ils donnaient des doses d'hydroxychloroquine dont on a dit mais écoutez c'est 4 fois la dose normale et donc les Indiens ont dû dire aux Anglais d'Oxford écoutez vous ne savez pas manier les médicaments et deuxièmement là on a maintenant les résultats qu'ils ont, il y a effectivement 10% des gens qui ont été inclus dans leur traitement et qui publient qui n'avaient pas du tout de Covid-19 et puis il y en a 10% qui n'avaient même pas été testés. Donc si vous voulez les essais thérapeutiques comme ça randomisés, si vous voulez, c'est pas des essais randomisés, ça n'est pas sérieux. Voilà. Et ensuite de ça, ils ont mis dans les différentes branches quelque chose qui est dexaméthasone, qui fait partie des soins courants. C'est-à-dire qu'on donne normalement aux gens en fonction de leur réaction inflammatoire individuellement, et on utilise ça depuis 50 ans. Et enfin, la troisième chose qui est complètement incohérente, c'est de considérer que déjà, il y a 20% qui n'ont pas la maladie,
et il y en a dans les 80%, de considérer que c'est la même chose au début où il n'y a que du virus, et de donner de la cortisone chez les gens qui n'ont que du virus. Tout le monde sait que ça aggrave les malades d'une manière très significative. C'est ce qui s'est passé là-dedans. On ne donne pas de cortisone à des gens qui ont du virus et qui n'ont pas de réaction immunitaire. Et à l'inverse, les gens qui ont une réaction immunitaire qui bouleverse complètement les choses et qui sont en réanimation avec un certain nombre de détresse respiratoire, bien sûr, en France, là au moins on a fait mieux. En fonction des cas, on a rajouté ou pas rajouté de la cortisone en fonction du clinicien qui était en face, qui pensait que c'était nécessaire. Donc je ne sais pas si c'est très rassurant de savoir qu'il y a des gens qui ont fait encore plus de folie. Ça veut dire que là, on est quand même dans un système lui-même qui est devenu fou, c'est-à-dire ça ne résiste pas à une analyse médicale des choses pareilles. Donc comment ça a pu devenir le projet de toute l'Angleterre, ou comment nous, ça a pu devenir tout le projet de la France, c'est quelque chose qui doit amener une réflexion profonde sur la dénaturation du rapport que l'on a avec les malades, même s'ils présentent une maladie nouvelle, ils ne sont pas que des objets d'expérimentation, c'est tous les malades. Merci beaucoup.